l'espace public. Elle interpelle la DSCOS. Après la baisse du prix du carburant, SOS Consommateurs réclame celle du transport. L'organisation consumériste interpelle l'État pour une baisse immédiate des prix dans le secteur du transport. Matam, menacé par les changements climatiques, les acteurs locaux sonnent l'alerte. Selon ces derniers, les récentes inondations constituent un signal fort face aux défis environnementaux de la région. 24 janvier 2021, 24 janvier 2026, 5 ans jour pour jour que nous quittait Jean-Maïs Diop, figure emblématique de la presse sénégalaise, témoignage de confrères qui l'ont côtoyé dans ce journal. Et puis la revue de presse de Mamou Diaby Gassama et la page internationale de Rokhaya Sambou boucleront ce journal qui démarre dans un point. Comme annoncé dans les titres, un mois après la baisse du prix du carburant, il n'y a pratiquement pas d'impact sur le transport de personnes et des biens. Donc inacceptable selon le défenseur des consommateurs, Mohamed Sissé, vice-président de l'association des consommateurs, interpelle l'État du Sénégal pour la baisse du coût du transport dans l'immédiat. Il est joint par téléphone par Abdou Khoudous Diallo. Nous sommes désolés qu'après un mois, il y ait une baisse de 70 francs sur le gasoil. Il n'y a aucune baisse sur les tarifs de transport, que ce soit de personnel et de marchandises. Pire même, le ministre en charge du transport ne nous a pas conviés ou ne nous a pas édifiés s'il est possible de pratiquer la baisse ou si ce n'est pas possible. On aurait pu être au moins informé sur l'impact que pourrait avoir une baisse de 70 francs le litre de gasoil. Car à chaque fois, le ministre en charge du transport, s'il y a une variation vers la hausse de 25 francs par litre de gasoil, l'État laisse faire les syndicats appliquer vers la hausse les tarifs de transport, qu'ils soient de marchandises ou de personnes. Cette situation où l'État n'est pas équidistant entre les acteurs, où des lobbyistes, et je dis bien des lobbyistes, exercent leur pression et l'État recule au détriment des populations, nous, en tant que défenseurs des consommateurs, nous le fustigeons. Et espérons qu'au moins le ministre en charge du transport va nous convoquer pour qu'il y ait une baisse sur le transport de marchandises ou de personnes parce que la variation est de 70 francs et non de 25 francs par litre. C'est un cri de cœur pour être entendu par l'autorité et j'espère que je serai entendu par l'autorité parce que mes arguments tiennent. À chaque fois qu'il y ait une hausse de 25 francs par litre, le prix du transport augmente. S'il y a une baisse de 70 francs par litre, le prix du transport doit baisser. C'est automatique. Même les bus Tata avaient annoncé une baisse et je ne sais même pas s'ils l'ont appliqué ou pas. Nous pensons que nous allons être entendus. Les habitants et commerçants de HLM Rail dénoncent une injustice. Selon eux, leur espace public aurait été vendu malgré leurs nombreuses dénonciations. Aucune solution n'a été apportée. Suivons tout cela avec Yanko Bassar. Ils ne nous ont pas respectés. Mais regarde ici, c'est pour les ball. Qu'est-ce qu'ils font ici? Il y a l'injustice à cause de l'argent. C'est pas normal. Ici, au Sénégal, il y a l'injustice. Il faut enlever l'injustice. Quand tu pars au tribunal, tu donnes de l'argent, on te laisse. Ousmane Sonko a dit, il va faire Djoubal, Djoubanti. Pour nous aider. Voilà, toutes nos excuses. C'était donc la version Wolof. Pour nous y reviendrons. Avant la fin de cette édition, nous allons maintenant à Matam. Les acteurs locaux se sont réunis autour des enjeux environnementaux. Face aux défis du développement urbain, les menaces liées au changement climatique ont été largement abordées. Donc, selon les acteurs, les récentes inondations dans la région de Matam constituent un signal fort. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage signé Amadou Issaken.
Accompagner les dynamiques de développement portées par les acteurs locaux dans le bassin du fleuve Sénégal et promouvoir la citoyenneté pour tous, tels étaient entre autres objectifs de l'atelier tenu à Matam. Les acteurs impliqués à l'échelle locale se disent très satisfaits. Ibrahima Yero Dramé est président de l'association des migrants pour l'intégration et la solidarité dans la région de Matam. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont ressortis là-dessus, tant au niveau de l'habitat, de l'assainissement, de l'environnement et puis de l'éducation. Tout est ressorti et je pense que c'est un document très intéressant qui pourra aider les décideurs et les bailleurs à financer vraiment ces activités. Voilà, des solutions, c'est-à-dire si vous comprenez bien, vous parlez de la berge du fleuve. Là, je pense c'est le reboisement, il faut reboiser. Il faut quand même aussi les habitants qui se trouvent au bord du fleuve, pas les déplacer, mais quand même de les trouver des terres un peu loin du fleuve où ils pourront vraiment habiter parce que le fleuve est en train de vraiment Eu égard aux objectifs assignés par l'atelier, il s'agit de mieux faire comprendre aux populations de la région de Matam des menaces liées au changement climatique. Oumar Santara revient ici sur les tenants et les aboutissants de la rencontre. Comme vous le savez, Matam est une ville qui s'agrandit très vite. Il y a de cela 20 ans, Matam était on va dire, une ville qui n'était pas assez grande, mais aujourd'hui, elle est devenue grande et dans 10 à 15 ans ou même 20 ans, elle va continuer à s'agrandir et la population va s'accroître encore. Et pour cela, il faut des mesures d'anticipation afin de permettre aux habitants d'aujourd'hui et aux futurs habitants de la ville d'avoir un cadre de vie idéal. Au terme de la rencontre tenue à Matam, les différents acteurs se disent plus que jamais préoccupés par les réalités des changements climatiques auxquels il faudra nécessairement faire face. Ceci, si l'on se l'appelle, les récentes inondations qui ont causé d'énormes dégâts dans la région de Matam. À l'horizon 2040, il s'agira aussi pour Et puis les députés à l'école du développement durable et de la transition écologique, l'objectif est de mieux intégrer l'équité et l'égalité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre les explications de Ousmane Ciss. Il est le deuxième vice-président de la dite commission. L'idée est de renforcer les parlementaires que nous sommes en termes de suivi et évaluation, mais surtout en intégrant la dimension genre. Conformément à l'ODD 5, donc l'idée est véritablement d'intégrer la dimension genre dans l'évaluation des politiques publiques, comme également dans l'élaboration véritablement des budgets. Il y va même de cette démarche de rupture que nous avons tant évoquée à travers nos différentes sorties, mais surtout permettre aux parlementaires de jouer pleinement leur rôle, parce que qui parle de parlementaires évoque le contrôle de l'action du gouvernement. Pour parler de développement durable, la notion d'équité est fondamentale. Aujourd'hui, conformément au référentiel 2050, il y va même des pôles territoriaux, il y va même véritablement de la stratégie nationale de développement, parce qu'on sait que sans équité territoriale, sans équité, sans l'intégration de la dimension genre et sans l'égalité, le développement durable ne sera que l'heure et l'heure. Il y aura une feuille de route qui sera dégagée, il y aura véritablement des engagements pris par les parlementaires pour qu'à la fin de cette session-là de formation, qu'on puisse véritablement mesurer le travail qui sera fait
en perspective de l'évaluation des politiques publiques, mais surtout renforcer cette étroite collaboration avec nos partenaires qui œuvrent dans ce sens-là pour que véritablement le développement durable soit porté et ancré vers véritablement la dimension genre par rapport au suivi et évaluation des politiques publiques. Le président de la République a appelé mercredi dernier en Conseil des ministres à la protection et à la revalorisation des artistes et du domaine culturel. Un appel salué par certains artistes rencontrés par notre reporter Mami Ardessawa. Le président de la République, dans un communiqué du Conseil des ministres, a instruit la poursuite pour améliorer la protection et la valorisation des artistes. Le développement du Sénégal repose sur l'art, surtout l'autodidacte, selon les propos d'Ibrahim Gueye. Sénégal, il faut art. Le développement du Sénégal repose essentiellement sur l'art. Il représente tout de par sa richesse. Je suis d'accord avec la danse, mais le mieux, c'est l'art productif, surtout l'autodidacte, car bon nombre des artistes de l'ombre font partie de ce dernier. Ils constituent le facteur exclusif de notre développement. La preuve en est que li may def ni autodidacte la amul ben école bu koy jàngale tay ji kuma ko jàngalul do ko mën. D'après lui, on ne peut parler d'art et de l'artiste sans œuvrer à donner vie au centre culturel sénégalais. Que les autorités nous aident à donner vie à tous les centres culturels du pays. Vous voyez, le centre Blaise Senghor, c'est pratiquement ma seconde maison. Mais rien ne va par ici, parce qu'il n'y a pas assez d'exposants. Et il en a besoin. Qui dit exposant parle forcément d'économie. Le ministre doit de coordonner avec tous les directeurs de centres pour l'ouverture des salles, motivant ainsi les artistes à venir s'y produire. Quitte à ce que nous oublions nos salles. Concernant les droits d'auteur, cet artiste pense qu'il faut d'abord une bonne politique culturelle et administrative. La meilleure façon, c'est qu'on puisse avoir une bonne politique culturelle d'abord. Quand on parle d'une bonne politique culturelle, voilà, c'est une bonne administration. Des gens qui sont là et dévoués et qui peuvent vraiment, en bon sens, apporter de la plus-value dans le système. L'artiste, il est un messager, l'artiste, c'est quelqu'un qui cherche à voir, c'est quelqu'un qui essaie de s'inspirer dans ce qu'il a, dans son environnement immédiat, ce qu'il vit, son vécu, voilà, son histoire, ses inspirations. Et tout ça, ça sort et ça devient un produit d'art qu'il faut valoriser et qu'il faut acheminer en bon échéant, culturellement, économiquement parlant. Demeurant l'une des dimensions essentielles de l'agenda national de Sénégal 2050, le chef de l'État insiste sur le renforcement de la qualité des formations dans les écoles d'art. Et puis la cérémonie de remise de 40 camions à l'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal s'est tenue ce vendredi. Venu présider cet événement, le ministre Serti Diandje a exprimé sa satisfaction sur ce travail accompli par la LONASE, la DER et la BNDE qui comptent révolutionner ce secteur. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre les explications du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Serti Diandje, au micro de Ndiakembaye. C'est avec une grande joie et une grande fierté que je me retrouve avec vous cet après-midi pour cette cérémonie de remise symbolique des clés dans le cadre de ce projet fondateur, de ce projet structurant, de ce grand projet qu'est le parc qui doit inaugurer une nouvelle ère dans la gouvernance du sous-secteur de l'assainissement dans notre pays. Lorsque nous sommes arrivés, dès mon installation à la tête du ministère, j'avais fondé ma démarche sur un certain nombre de principes, parmi lesquels la consolidation des acquis. Et ce projet parc a tout de suite fait partie des projets qui sont apparus comme étant l'un des plus importants dans ce sous-secteur, l'un des plus structurants qui méritait toute notre attention et tout notre appui. Et c'est pour cette raison qu'avec l'ensemble des acteurs, d'abord l'ONAS, structure sous la tutelle du ministère, mais également avec les partenaires stratégiques, dont la DER et la BNDE. Ensemble,
nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire pour pouvoir rapidement trouver des solutions, agir ensemble et pour la réalisation de ce projet. Il ne me revient plus qu'à vous féliciter pour l'accomplissement, mais aussi vous encourager à faire preuve de beaucoup d'efficacité dans la gouvernance de ces équipements, dans la gestion, dans le management. Ce que nous faisons aujourd'hui rentre en parfaite ligne dans les politiques publiques. Et c'est M. le Président de la République comme M. le Premier ministre qui, on le sait, ont à cœur de transformer le pays de manière générale, mais en s'adossant ou en s'appuyant sur un certain nombre de leviers de transformation, et ce sous-secteur de l'assainissement en fait partie. 21 janvier 2021, 5 ans jour pour jour que nous quittait Jean Maïssa Diop, une figure emblématique de la presse sénégalaise. Jean Maïssa Diop était un homme de principe à cheval sur l'éthique et la déontologie. Suivons ce reportage de Awa Condé. Disparu il y a 5 ans, Jean Maïssa Diop, né le 4 octobre 1962, journaliste de profession. Il fut aussi rédacteur en chef de Walfadjri. Maningom se rappelle de l'homme. Un grand vide, je veux dire un grand vide dans le milieu professionnel d'abord. Parce que Jean Maïssa, c'est quelqu'un qui a marqué la presse sénégalaise de manière générale et la presse culturelle en particulier. Parce que, Jean Maïssa, aujourd'hui, si je regarde un peu le paysage médiatique, la plupart des responsables de d'organes qui ont eu à exercer un peu dans le milieu de la presse culturelle, ils ont été formés ou bien ils ont été inspirés par Jean Maïssa Diop. C'est quelqu'un qui a énormément aimé la culture et qui s'était aussi énormément investi pour la culture. Discret et très pondéré dans ses prises de parole, il était d'une rigueur remarquable et d'une intransigeance frappante quant au respect des principes et valeurs journalistiques, souligne le rédacteur en chef de Walf Quotidien. J'ai eu la chance de le fréquenter en dehors du milieu professionnel. Donc j'ai vu comment il était en famille. Voilà, Jean, c'est quelqu'un qui était très humaniste et qui savait toujours conseiller la personne pour l'aider peut-être à sortir d'une situation un peu complexe. Voilà, c'est quelqu'un qui savait trouver les mots pour te remettre sur le bon chemin et qui savait aussi, quand il fallait dire des vérités à la personne, lui dire les vérités sans pour autant le heurter, sans pour autant le choquer. Jean Maïssa était un professionnel accompli, respecté, écouté et apprécié du grand public et de toutes les générations de journalistes. Lui, ce qu'il disait aux gens, c'est que le journalisme, c'est un apprentissage continu. Il faut toujours savoir que vous pouvez toujours apprendre des autres. Voilà, donc c'est... Ce qu'il disait aussi, c'est que le journaliste ne doit jamais oublier que la star, c'est la station ou le support qu'il représente. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'un des quotidiens les plus respectés de ce pays que vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Voilà. Il a toujours essayé d'inculquer aux gens que ce métier-là, vous pouvez le faire avec respect pour pouvoir être respecté, en respectant ce que vous faites comme traitement et diffusion de l'information. Et je crois que c'est l'une des meilleures armes pour persévérer dans ce milieu. Une des figures du groupe Walfadjri, ex-membre du CNRA, formateur, écrivain et chroniqueur, averti, Jean Maïssa Diop aura cru au journalisme jusqu'à son dernier souffle. En cette journée commémorant l'an 5 de sa disparition, les professionnels des médias se rappellent de son apport. Jean Maïssa Diop, Awa Condé. Maintenant, nous en sommes arrivés à la page internationale que nous démarrons par la réaction de l'Union africaine qui a levé ses sanctions contre la Guinée-Conakry. Air France a suspendu ses vols à Dubaï en raison de la situation actuelle en Moyen-Orient, pendant que des milliers de personnes dans les rues hier aux États-Unis pour manifester contre la politique migratoire du président Donald Trump. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce récit signé Rokhaya Samba.
Démarrons ces actualités internationales avec l'Union africaine qui a annoncé ce jeudi la levée des sanctions contre la Guinée-Conakry imposées après le coup d'État de 2021, une décision prise à la suite de la tenue de l'élection présidentielle organisée en décembre dernier. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine estime que le scrutin marque une étape clé dans la transition politique du pays. Il salue l'élection de Mamadi Doumbouya, ancien chef de la junte, et l'encourage à tenir ses responsabilités en faveur du peuple guinéen. Conséquence directe, la Guinée est réintégrée dans les activités de l'Union africaine après plus de 4 ans de suspension. Et puis Air France qui suspend ses vols vers Dubaï en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, des tensions géopolitiques qui se répercutent sur l'aviation civile. Air France a indiqué ce vendredi soir suspendre temporairement sa desserte de Dubaï en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Plusieurs compagnies aériennes européennes et américaines ont également suspendu leurs vols vers les pays du Golfe en juin avant que l'Iran ne se tire des missiles sur une base au Qatar. Par contre, le président américain Donald Trump a plusieurs fois menacé de frapper l'Iran en réponse à la répression du récent mouvement de contestation dans le pays, mais avait semblé revenir sur cette menace la semaine dernière après avoir assuré que Téhéran avait suspendu les exécutions prévues de manifestants. Bouclons ces actualités aux États-Unis avec des milliers d'Américains dans les rues hier pour manifester contre la politique migratoire de Trump. Malgré un froid glacial, des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi contre les opérations anti-migrants sur fond d'indignation après la détention d'un garçon de 5 ans par la police de l'immigration. Les manifestants dénoncent par ailleurs les méthodes de l'agence fédérale et la police de l'immigration qu'ils jugent brutale et ne respecte pas la loi. Dans ce contexte, le ministre de la Sécurité intérieure de l'ONU a indiqué que plus de 10 000 étrangers en situation irrégulière accusés de crimes avaient été arrêtés aux États-Unis, tandis que l'État a engagé une action en justice contre l'opération en cours avec une audience prévue ce lundi. Maintenant, la dernière étape de ce journal, c'est la revue de la presse lue et commentée par Mamoudia Bigassama. Bonjour. Affaire des supporters sénégalais arrêtés au Maroc, la face cachée du dossier à la une de Libération, ce que les supporters ont raconté à leurs avocats en mettant en avant un problème de communication flou total autour de leur demande de libération provisoire sous garantie après le renvoi de leur procès, d'après le confrère. Et puis, maître Patrick Cabot, dans le journal, déclare qu'ils étaient collés à la grille et il y a eu un mouvement de foule derrière eux pour ne pas se faire écraser. Ils ont franchi la grille. L'avocat poursuit pour dire quand ils ont franchi la grille, ils ont tenté de s'expliquer. Malheureusement, un des supporters a reçu un coup. Au même moment, le quotidien plaque à sa une relation Sénégal-Maroc, une histoire de fées. Et puis le chef de la famille de Cheikh Tidiane appelle au calme. Il met en garde contre les discours violents et extrémistes. L'AS aussi s'intéresse aux tensions liées à la finale de la CAN et parle de médiation tous azimuts. Le journal nous informe qu'une professeure a été virée à l'université internationale de Casablanca après avoir traité les Sénégalais d'esclaves. Pendant ce temps, Walfo Quotidien nous signale que la parenthèse de l'euphorie de la CAN est fermée. Maintenant, c'est la bataille des locales 2027. Selon le confrère, PASTEF rouvre les hostilités. Et puis, ébullition dans la sphère universitaire, des armes saisies dans des chambres d'étudiants au coude, grève de 24 heures et journée sans ticket à l'université Gaston Berger à la une de l'info. À la suite de la découverte d'armes blanches et d'objets dangereux dans des chambres d'étudiants au centre des œuvres universitaires de Dakar, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a exprimé sa vive préoccupation et appelé les étudiants à la responsabilité tout en annonçant des mesures
mesures préventives et des sanctions éventuelles, nous rapporte ainsi le journal. Il revient aussi pour nous dire la tension remonte à l'université Gaston Berger face à ce qu'elle qualifie de silence prolongé des autorités compétentes. La coordination des étudiants de Saint-Louis a annoncé une cessation de toutes les activités pédagogiques pour une durée de 24 heures, accompagnée de journées sans ticket non renouvelables en guise d'alerte. Souveraineté alimentaire et industrialisation oléagineux, le Sénégal change d'échelle industrielle, dixit Sud Quotidien. Si l'on se fie au journal de l'Avenir Bourguiba, le Sénégal renforce ses capacités industrielles avec la mise en service prochaine d'une raffinerie d'huiles alimentaires d'une capacité de 600 tonnes par jour, représentant un investissement de 60 milliards de francs CFA, et puis implantée à Sendou, dans le département de Rufisque. Cette unité, portée par le groupe Mavamar Industrie, s'inscrit dans la politique nationale de sécurité et de souveraineté alimentaire en visant la réduction des importations, la promotion de la transformation locale et la création d'emplois. Nouvelle stratégie nationale de la sécurité routière 2026-2035, le défi de la mise en œuvre à la une du journal Le Soleil. Validée le 22 janvier, cette feuille de route est évaluée à 120 milliards de francs CFA. L'objectif majeur est réduire de 50% le nombre de décès et de blessures graves liées aux accidents de la route, d'après le journal gouvernemental. Restons avec Le Soleil pour parler cette fois-ci de l'artiste Souleymane Faye Diego, toujours situé entre la dérision et la poésie. Souleymane Faye chante comme il parle, sans filtre, sans cravate et sans complexe. Icône malgré lui, marginal par choix, il est de ceux qui transforment les coulisses en scène principale, nous relate ainsi le confrère. Et puis, ce vendredi, Walf Quotidien se rappelle du journaliste Jean Maïssa Diop, 24 janvier 2021, 24 janvier 2026. Sans le journalisme, la vie de Jean Maïssa Diop aurait été fade. Titre ainsi le journal de la route du front de terre. Jean Maïssa Diop, une figure emblématique de la presse nationale qui s'est donné corps et âme pour informer juste et vrai. Les témoignages restent les mêmes. Un homme de valeur et de principe s'en est allé à jamais. À vos journaux et bonne lecture. Merci beaucoup à Mami Diaby Gassama. C'était donc la dernière étape de ce journal présenté avec un immense plaisir. Merci également à Abdou Khoudous Diallo pour la réalisation. Merci à Issa Diagne pour son appui technique. Dans quelques instants, Mamou Diaby Gassama sera là pour la version Wolof de ce journal. Mais d'ici là, portez-vous bien.